Bien, mes chers collègues, je vais demander quelques minutes quand même d'attention. Angélique qui arrive. Je pense que le quorum est atteint. Alors, je vais faire l'appel de Rudulier, Stéphane Milena, Sylvie Misselli, Jean-Michel Mazin, Marie-Antoinette Caillol, Guy Laroche, Angélique Fortet, Henri Casimir, Véronique Strodo, Roland Chacre, Valérie Miancourt, Lucien Darvé, Jean-Pierre Guillaume, Bernard Tritz, Didier Rousseau, Chantal Clisson, Marie-Louise Bessette donne procuration à Angélique Fortet, Pierre Soustel, Brigitte Pellofi, Yvan Vesperini, Patrice Vautier, Nadia Duclos, Jean-Fabrice Lacave, Valérie Bajeux donne procuration à Sylvie Misselli-Houdet, Bruno Jordan donne procuration à Valérie Miancourt, Patricia Buffort, Alain Géa, Patrick Moulineau, Corinne Ringuez, Pierrette Pugliès, Corinne Lucchini donne procuration à Patrick Moulineau, Dominique Didier, Isabelle Collier et Valérie Lambrecht. Bien, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Caillol. Pas d'observation, on la désigne comme secrétaire. Merci beaucoup. Par rapport au procès verbal du 12 février, y a-t-il des observations? Non, conforme à ce qu'on s'est dit. Donc on peut l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Premier rapport, le compte-rendu des décisions prises par moi-même. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, monsieur Moulineau. Oui, j'ai quelques petites questions. C'est sur la forme là, la 18014 convention de mandat opaque avec la société 1, 2, 3 billets. Pourquoi une convention opaque? C'est... Monsieur... Pardon. Pourquoi opaque? C'est le terme de... tout est transparent, la preuve. Bon. C'est pour ça que c'est... je veux dire, ça doit être le terme ad hoc, mais il va falloir chercher la définition juridique. Opaque, on sait ce que ça veut dire. Mais bon, voilà. Parce que c'est un peu troublant, quoi. Alors, d'autre part, la 18005 dans le développement des services de proximité, c'est la première ligne. Alors, je pense, par rapport à opaque, hein, parce que... non, mais par rapport à la philosophie, parce que pourquoi on a fait ça? C'est pour permettre effectivement de vendre en ligne. Mais nous ne connaissons pas, nous, les clients finaux. Non. Donc l'opacité, c'est par rapport aux clients finaux, mais je vous le confirmerai. C'est-à-dire que... C'est une expression, oui. Non, c'est pas tracé, c'est-à-dire que nous, en fait, on traite uniquement avec cette société-là. Mais je vous le confirmerai juridiquement, parce que c'est un terme ad hoc. Voilà, c'était simplement... donc, dans le développement des services de proximité, la première ligne à 18005, réalisation des photographies et des films de la ville de Rognac. Ouais. Est-ce que c'est pour un coup spot, les 920 € ou c'est un forfait. C'est un forfait qui est... D'accord. Et c'est quand? C'est quand on a besoin de... C'est en fonction de la fréquence d'événements, on fait appel à... D'accord. Donc c'est un forfait pour l'année? Non, par événement. C'est par événement, par prestation. Par rapport à un nombre d'événements. D'accord. Ensuite, dans la fonction publique et ressources humaines, il y a la 18030 où il y a eu l'animation pour 4812 €. Combien y avait-il de participants, s'il vous plaît? Alors attendez. Fonction publique, ressources humaines. Ça, c'est le repas du personnel. Oui, tout à fait. On était à plus de 250. 250. C'est tout, j'ai pas d'autres. Merci. Madame Lambrecht, vous n'avez pas d'autres observations? Merci, donc on prend acte. Ah si, j'en avais une question, excusez-moi. Comment se fait-il que parfois, quand on achète des terrains, ou quand on vend des terrains, ça passe dans les décisions, et des fois c'est à l'ordre du jour du conseil, c'est dans les rapports? Il doit y avoir un montant, il me semble, par rapport à... Parce que si ça passe dans les décisions, il y a eu
délibération donc, qui me donne compétence pour décider en lieu et place, et je pense que c'est par rapport à un certain montant, je ne me rappelle plus de plafond. Parce que là bon, c'est un droit de préemption, je suppose qu'il faut, c'est vrai qu'il faut agir vite pour donner le droit de préemption parce qu'on n'a pas un délai. Ah non, mais le droit de préemption, c'est pas la même chose que l'acquisition. Oui, oui. Bien, hein. Oui, mais on acquiert par droit de préemption. Oui, mais exercer le droit de préemption, en fait, c'est un pouvoir propre au maire. Je vous explique. Le droit de préemption en tant que tel, d'autant plus que je n'ai plus le droit de préemption, en qualité de maire, j'entends bien. Le droit de préemption, c'est M. Gaudin en personne. Donc là, il y a une subdélégation au maire de la commune, pour préempter en lieu et place de Jean-Claude Gaudin. D'accord. Hein, donc voilà, c'est pour ça que ça passe en décision. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai regardé le listing qu'on va voir plus tard sur les acquisitions et les ventes, j'ai vu que parfois, même sur des montants de 360 000 €, par exemple Madame Fouque, c'est passé dans les délibérations, dans les... Alors, oui, Madame Fouque, c'était un montage particulier, puisque de mémoire, c'est un... Oui, il y a un viager, oui. C'est pas la même chose que l'acquisition sèche. D'accord. Bon, parce qu'il y a des... c'est un montant il y a des fois, il annuel. Il y a des acquisitions, qui passent par les décisions et des acquisitions qui passent par des... De toute façon, si ça passe par les décisions, il faut tracer par rapport à... Je ne connais pas, vous savez, les considérants entiers, mais les cas d'espèces, mais dans la délibération qui... me donne en qualité de maire pouvoir pour décider, il doit y avoir le cas d'espèce. Il faut regarder par rapport à ce premier conseil municipal qui m'a été conféré. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, donc on va passer au vote des taux d'imposition 2018. Alors, bon, c'est M. Gérardin, mais je vais rapporter en lieu et place. Effectivement, on a une stabilité des taux. Donc, on reconduit les taux de l'année 2017, et c'est les mêmes depuis mémoire 2001. Voilà, il y a des observations? Non? Bon, oui. Allez-y si vous voulez. On avait parlé à plusieurs reprises qu'on envisageait une baisse des taux. Oui. Moi je défendais sur la taxe d'habitation, vous m'aviez répondu la taxe sur le foncier. On n'en est toujours pas là. Alors qu'on a eu quand même la garantie d'avoir la compensation. Mais vous allez l'avoir puisqu'il y a une baisse des taux intercommunaux sur 12 ans pour rattraper l'augmentation qui a eu lieu il y a quelques années. D'une part. Deuxième élément, je vous rappelle que la taxe d'habitation, en ce qui concerne les 80% de la population et puis après 100% tel que l'annonce le gouvernement, va être supprimée. Donc il vaudrait mieux avoir les recettes dans la commune puisque c'est sous forme de dotation. Si on commence à baisser les taux maintenant, nos dotations vont diminuer mécaniquement. Donc il vaut mieux préserver quand même notre niveau de dotation. Voilà pourquoi il est important de ne pas pour l'instant toucher à la fiscalité locale. Quand je vous avais dit ça, rappelez-vous, il y a 2 ans, on ne parlait pas du tout, on ne savait pas qui serait le nouveau président de la République, et on ne parlait pas de réforme fiscale au niveau local. Voilà. On va passer au vote. Qui est contre? Alors moi je suis contre parce que, comme je l'ai dit depuis plusieurs années, au même titre que Madame Lambret vient de vous le dire, on a eu des dotations qui sont en baisse, c'est vrai, en 2017 par rapport en 2016. À la fois la dotation de global de fonctionnement qui a baissé de 280 000 €. On a perdu aussi sur elle a baissé de la dotation globale de fonctionnement, 280 000 €. Oui, sur une année, parce que sur 3 ans, c'est 1 200 000 €. Oui. Non, mais il faut tout dire, parce que sinon... J'ai dit, non, mais justement, il faut tout dire, et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous dire ça. Donc, on a baissé la dotation globale de fonctionnement en 2017 par rapport à 2016 de 280 000 €. On a baissé aussi la dotation de solidarité, bien qu'elle ait été compensée en partie par la dotation exceptionnelle de la métropole. Donc, cette dotation qui a baissé aussi de 150 000 €. Donc, le tout, on a baissé en 2017 par rapport en 2016 de 430 000 €. Oui. D'accord. Donc on a perdu 430 000 € de recettes. Sur une année, tout à fait. Mais si on compare cela par rapport à 2014, date à laquelle vous êtes arrivé à la ville, entre fin 2014 et fin 2017, on a quand même eu des recettes de la commune qui ont augmenté de 315 000 €. Je vous rappelle quand même qu'en 2016, on a eu un bonus assez important. Non mais ce qui est marrant, monsieur Mouillot, je peux me permettre de vous interrompre. Vous prenez un échantillon sur un an par rapport à l'autre, et après, pour l'augmentation des recettes, vous me prenez sur 3 ans. Moi, je veux bien, mais moi, je vais vous dire, sur 3 ans, on a perdu donc 1 850 000 € de dotation. Oui, mais on est d'accord.
Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc ça ne couvre pas effectivement. Non mais j'ai un tableau, ouais. Vous voyez, j'ai fait un tableau justement parce que je savais que vous alliez me dire ça, parce que vous me dites toujours la même chose. Je vous ferai remarquer que si on a le même débat, c'est qu'à mon avis, vous me sollicitez également sur la même chose. Non, mais voilà, moi j'ai un tableau là, et qui reprend les chiffres qui sont dans les conseils, dans les comptes administratifs. Oui. Alors c'est vrai que pour 2017, on n'a pas encore le définitif, et j'ai pris soin quand même de savoir un petit peu ce qu'il allait y avoir dans les comptes. Je me rends compte que sur les chapitres 73 et 74, qui sont les chapitres impôts et taxes, d'accord, donc les recettes majoritairement que nous recevons dans la commune, savoir la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'attribution de compensation, la dotation globale communautaire de solidarité, le fonds de péréquation intercommunale, la dotation globale de fonctionnement et la participation exceptionnelle de la métropole. Je me rends compte qu'en 2014, toutes ces sommes-là faisaient 15 726 000 euros. Ok? En 2015, tous ces chiffres, enfin, tous ces postes-là, pardon, faisaient 16 798 000 euros. Donc, entre 2015 et 2014, on a eu 946 000 euros de plus. D'accord? En 2016... Alors vous savez pourquoi quand même, parce que oui, non, mais... on ne va pas refaire les conseils de 2014. Non, mais justement... Mais non, parce qu'il vaut mieux l'avoir chez nous, les 900 000 euros, qu'à la métropole, hein, puisque le jeu c'était ça. Non, mais on est bien d'accord. Il y a des gens qui n'ont pas suivi ces articulations. Mais vous dites qu'on a perdu 1,2 million sur un poste bien défini, sur la DGF, on est d'accord. Mais quand on regarde, quand on fait l'addition de tous les postes en question, entre ce que la métropole avait rajouté, ce que l'aglopole à l'époque avait rajouté dans la dotation globale de fonction, enfin dans l'attribution de compensation, etc. Moi je vois, et je vous donnerai le tableau si vous le souhaitez, hein, et ils sont vérifiables ces chiffres, hein, ils émanent de la comptabilité de la commune. Moi ce que je me rends compte, c'est que entre 2017, fin 2017 et fin 2014, ok, en globalité, je dis bien globalité, on a eu 316 000 euros de plus par rapport à l'année 2013. D'accord? Voilà. Donc c'est 300 en cumul. Hein. Alors il y a eu des pertes. Il y a eu des 2016, on a gagné 946 000 euros. 2017. Mais qu'est-ce que vous voulez démontrer? Je veux démontrer que nous avons encaissé des sommes de recettes par divers organismes, quels qu'ils soient, l'État, l'aglopole ou la métropole, d'accord, qui font que, et je rejoins un petit peu Mme Lambrecht là-dessus, et je l'avais dit déjà l'année dernière, je l'avais dit l'année précédente, qu'on aurait pu faire un effort pour baisser les taux. Vous voulez que je fasse un sondage s'il faut baisser la fiscalité pour que l'État nous donne moins dans un an ou deux? C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais parce que c'est ça. Je dis simplement que pendant 2 ans, on a eu des recettes supplémentaires qu'on aurait pu faire bénéficier aux Rognaquais. Ben, je pense qu'on a fait bénéficier les Rognaquais d'une manière différente. On est d'accord? Puisque quand on voit, ne serait-ce que le programme d'animation et de festivité de la commune, on ne peut pas dire non plus que par rapport à 2014, on a fait moins d'événements. Puisque vous-même, là, vous parlez d'événements, moi je vous parle de chiffres. Le portefeuille des Rognaquais. Derrière des événements, il y a des chiffres, ça s'appelle des dépenses de fonctionnement. Oui, mais d'accord. Vous parlez de recettes. J'ai fait, en tout cas, le conseil municipal a acté un certain nombre de décisions s'agissant de la programmation festive et culturelle. Je prends juste cet exemple-là. Je pourrais multiplier les exemples à outrance, puisque les recettes en tant que telles, elles vont où? Soit dans les dépenses de fonctionnement, soit dans les investissements. Oui. Non, regardez le niveau d'investissement de la commune depuis 2 ans. Et comparez ce qui est comparable, c'est-à-dire que quand vous investissez par an en moyenne 10 millions d'euros en lieu et place d'un rythme d'investissement bien inférieur avant, forcément, vous vous dites, on prend une partie de l'autofinancement, donc des recettes complémentaires. Oui, mais les recettes complémentaires, on les a eues en augmentant un certain nombre de tarifications. On a non, regardez les produits de service, monsieur Molino. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Les produits de service sont en diminution en 2017. Les produits de service, c'est les produits liés à la tarification. Alors, mais encore une fois, je n'ai pas les comptes du compte administratif. Moi, j'ai été chercher ces éléments-là. Pourquoi vous avancez un fait sans avoir les chiffres? Moi, on les a eu, les chiffres. Monsieur le Rudelier, on parle des taux. On ne parle pas des festivités. C'est vous qui me parliez des tarifs, c'est pas moi qui... Mais parce que vous me parlez de festivités. Moi, je vous parle de tarifs.
Vous dites qu'il y a des festivités en plus, moi je vous dis qu'il y a des tarifs en plus. Soyons de bonne foi, M. Mugnot. Sur les festivités, notamment les festivités de Noël, dites-moi quel tarif on a appliqué. Ou alors il faut. Enfin, c'était gratuit, c'est la gratuité. Sur la fête familiale, les 4 jours de fête familiale, tout est gratuit, ça coûte 46 000 €. Je ne parle pas des tarifications des festivités, je parle d'autres tarifications. Les centres de vacances, les tickets de resto, etc. C'est faux, il y a une tarification différenciée par rapport à un quotient familial avec 10 tranches, M. Mugnot. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Et de même, il fallait meubler l'amplitude horaire qui a complètement changé du service. Oui, je rappelle qu'on prend un service public de 7h à 18h30. Franchement, il y a un profond désaccord et ça me désole. Je peux vous assurer que je suis très sincère. On est l'une des villes les moins fiscalisées au niveau de la taxe d'habitation. Hein, au niveau du département, mais voire même à l'échelle nationale. Effectivement, il y a des villes qui sont à 0,01. Elles sont très peu, elles ont d'autres grosses. Moi, je ne voulais pas d'être à 0,01. Non, mais d'accord, mais on est à 9,88. La marge, vu la réforme fiscale qui est annoncée, laissez-moi quand même le bénéfice de laisser à 9,88 pour ne pas perdre des dotations de l'État dans 1 an ou dans 2 ans. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Vous connaissez le mécanisme de la suppression de la taxe d'habitation? Un tiers, un tiers, un tiers. En 2020, il n'y aura plus de taxe d'habitation. On est en train de parler de baisser des taux, que ce soit même du foncier, de baisser des taux, alors que c'est corrélé aux dotations qu'on va recevoir dans 1 an ou dans 2 ans. Monsieur Mugnot, ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il faut baisser les recettes de la commune. Je dis simplement que... Non, c'est pas ça. Simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Lambrecht, simplement, vous dites, il y a eu des taux qui ont augmenté aussi au niveau de l'aggropole, au niveau de l'intercommunalité. D'accord ? Attendez. Oui, il y a eu des taux qui vont maintenant sur 12 ans. Oui, sur 12 ans, mais en une fois, vous payez la totalité. Et sur 12 ans, on va vous réduire. D'ailleurs, c'est même plus sur 12 ans, c'est sur 3 ans, puisqu'elle sera supprimée dans 3 ans. Donc, vous voyez, c'est pas la peine de se tirer une balle dans le pied, monsieur Mugnot. Non, simplement, ce que je veux faire comprendre, c'est que pendant 2 ans, on aurait pu, pendant 2 ans, faire bénéficier les Rognaquais d'une baisse de taux, qu'on n'a pas fait. Alors aujourd'hui... Alors ça, vous ne connaissez pas le mécanisme. Excusez-moi, mais la base qui va être prise au niveau de la dotation, c'est pas 2018, c'est 2017. Donc si je suis votre raisonnement, on baisse la fiscalité. Donc potentiellement, on a moins de recettes fiscales. 300 000, 400 000 € en moins. Et puis, en entendant le fait qu'elle soit supprimée, on la remonte à 9,88. C'est un peu le schéma. Oui. Eh bien là, vous vous trompez. Parce que l'État aurait pris la base de 2017. Et donc, on aurait perdu mécaniquement, même si c'est 1 point ou 2 points, les 100 000 ou les 200 000 €, et c'est l'État qui aurait récolté les 200 000 €. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que, pour l'heure, c'est ce que je disais à Mme Lambrecht, on peut aller dans le raisonnement. Je vous avais dit, on étudiera effectivement une nouvelle politique fiscale. Mais comme les bases de cette politique ont changé au mois de décembre de cette année, il ne faut plus toucher à rien. Les communes qui ont baissé leurs taux, comme Saint-Chamin, c'est eux les grandes perdantes, puisqu'ils ne peuvent pas les remonter. Voilà, c'est tout. Après, je ne parle pas on peut avoir le débat de fond sur les recettes, mais je vous parle de maintenant, à l'heure actuelle. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai, j'allais en venir, parce que c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, on a des dotations qui vont baisser, qui baissent, et on va le voir dans une délibération, on voit l'attribution de compensation qui va être... Et je peux vous assurer qu'on se bat, je vais vous dire, on va aller jusqu'au bout. Vous savez, le DGAC là, il y a 2 jours ou 3 jours, on nous dit, ben voilà, cette racée-là, elle est provisoire, elle baisse déjà. Mais il y a 200 000 ou 300 000 €, on n'est pas d'accord sur vos chiffres. On a prouvé nos investissements sur les 7 années antérieures, c'est très compliqué. Ils ne sont pas d'accord et ils veulent nous tordre 300 ou 400 000 € en moins. C'est ça le contexte. C'est d'une part, d'un côté, on est pris en sandwich entre l'État qui veut nous pomper tout ce qui nous reste, les 200 000 € de dotation, et la métropole qui nous dit, bon ben, ok, vous avez assez profité d'une redistribution des ressources, mais les recettes, elles viennent d'ici. Hein. C'est pas, on ne fait pas l'aumône, c'est une dotation, donc ça veut bien dire. Et derrière, on nous pompe également. Donc des deux côtés, à un moment donné, on va exploser. Si on n'est pas fin sur la gestion de nos recettes,
on va avoir l'effet ciseaux. J'entends bien, mais chaque année, on arrive à sortir des excédents de fonctionnement qui sont de l'ordre de 2 millions, entre 1,5 million et 2 millions. Oui. Je dis simplement qu'effectivement, on aurait pu faire un effort au moins pendant 2 ans, et peut-être après être pénalisé par la suite, peut-être. Imaginez, on fait un effort, c'est un cadeau empoisonné. Attendez, je ne vous demandais pas de baisser la taxe à 0,01, c'est pas ça. C'était simplement de dire, montrons qu'on fait un petit effort, d'autant plus que l'intercommunalité nous avait grevé de dépenses supplémentaires. Au niveau de la fiscalité, j'entends. Hein. On avait payé, on a eu des taux d'imposition qui étaient plus importants. Alors vous dites aujourd'hui, on va les descendre sur 3 ans. À l'époque, c'était sur 12 ans que ça allait revenir. Mais pendant 12 ans, l'argent était dans les caisses de la commune ou de l'aggropole et pas dans les caisses des individus. C'est ça que je veux dire. Moi, je préfère avoir de l'argent dans la poche des rognacais. Le raisonnement ne tient plus. Vous le voyez, le raisonnement ne tient plus. Mais bien sûr. Et donc, on a bien fait de ne rien toucher en attendant. Moi, je dis simplement qu'on a perdu, on a fait perdre. J'arriverai pas à vous convaincre. Non. À la rigueur, avec un tableau blanc, je peux arriver à vous convaincre. Non, mais le fait de ne pas avoir baissé, ne serait-ce que d'un point ou deux, ça représente 100 000 ou 200 000 euros. Pas tant que ça. Pas tant que ça. À voir après. Pas tant que ça. Quand je regarde les taxes foncières et les taxes d'habitation, c'est de l'ordre de 6,4 millions. Donc, quand même. 6,4 millions. Voilà. Un point, ça ne fera pas 600 000 euros. Hein. Non, mais un point sur quelle base? Parce que la TH et la TF, c'est deux bases distinctes. Mais bon, peu importe, on ne va pas faire un débat technique. Moi, ce que je vous dis, je pense qu'on a bien fait parce qu'aujourd'hui, on est quand même les gagnants du mécanisme, tant au niveau de la métropole, pour l'heure. Hein. Oui, c'est pas gagné. Oui, donc ça va bien dans notre sens. Oui, mais encore une fois. Et je vous avais dit, je ne jouerai pas l'effet yo-yo, de faire croire aux Rognacais pendant 2 ans qu'ils ont une baisse de la fiscalité, et puis tout d'un coup, en justifiant le fait que la métropole nous pompe un peu plus ou que l'État nous en prend un peu plus. Comme ça, au moins, on est stable. Merci. Bon, on va passer, si vous le voulez bien, au vote. Parce que contre. Moi, je suis contre. Contre? Qui s'abstient? Voilà, merci. Vote des subventions de fonctionnement. Donc là, c'est pour Nostamar, c'était une subvention qui était perdue dans les méandres de la commune. 1 000 euros, 2 000 euros. Pas de remarque particulière à ce niveau-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote des subventions exceptionnelles pour 3 associations: RCL Danse, Rognac Natation, CCAPR, d'un montant de 4 572. C'est pour la participation au concours national de Fédération Française de Danse à Montluçon en ce qui concerne RCL Danse. En ce qui concerne Rognac Natation, c'est pour la participation à la championnat de France. Et le CCAPR, c'est le montant des 700 euros pour la journée du 8 mai 2018. Voilà, pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Montant provisoire d'attribution de compensation. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je vais simplement vous dire que l'attribution de compensation de 2017 était, donc c'est ce que nous donne la métropole, en contrepartie des compétences transférées, bien en contrepartie. Donc, en 2017, on a eu 8 723 895 euros. On avait également une subvention de fonctionnement qui a été intégrée au mois de novembre l'année dernière par le Conseil métropolitain. Et dans le cadre des transferts de compétences au 1er janvier 2018, on a une estimation des charges transférées de moins 266 445, ce qui nous donne un montant provisoire de l'attribution de compensation de 9 124 446. Ce montant sera consolidé d'ici quelques semaines à travers une nouvelle clette, bien évidemment. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de remarque, c'est des schémas et des calculs qui émanent des services de la métropole et qui ont été validés par les services financiers. Voilà, qui est contre, qui s'abstient? Je m'abstiens parce que, bon, est-ce que ça reflète vraiment la réalité, les moins de 266 000 euros? Je ne sais pas du tout, donc je m'abstiens pour ça parce que je suppose que c'est bien fait, mais... Bon. Oui, alors en fait, pour vous rassurer, vous pouvez vous abstenir, c'est pas... c'est quand même, il y a des règles très, très strictes au niveau juridique et c'est validé par une clé. C'est-à-dire que, par exemple, pour chaque compétence transférée, vous avez 2 modes de calcul. Soit c'est le mode de calcul réel, c'est-à-dire, voilà, pour exercer le réseau pluvial, j'ai besoin de 2 équivalents temps plein.
j'ai fait sur mes 7 dernières années d'investissement X milliers d'euros par an, ça me donne un total, je ramène ça à l'année, je dis ben, potentiellement la commune dépense pour la gestion de la compétence pluviale 40 000 euros. Je vous dis, attendez, c'est un exemple factice. Et puis il y a le deuxième, et ça c'est le pire exemple, c'est le fait que la commune n'arrive pas à fournir les éléments. Ne veut pas les fournir. Il y a certaines communes qui ont joué à ça. Et la métropole a mis en place ce qu'on appelle des coûts moyens annualisés. C'est en fonction de la taille de la commune, en fonction de la population, alors il y a un certain nombre de critères, en fonction de la durée d'amortissement des investissements au niveau du pluvial, c'est par exemple 40 à 50 ans. Voilà, ils estiment que Rognac, ce n'a pas été le cas pour Rognac, ils estiment que la commune X doit avoir comme charge, ou devrait avoir comme charge, 60 000 euros. Voilà. Ça, c'est pas l'exemple pour l'heure qui a été pris pour Rognac. On a pris sur des chiffres réels. On a pris sur les chiffres réels. Et on a un point d'achoppement sur la compétence pluviale, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec nos chiffres. Et là, par contre, je ne vous demanderai pas de délibérer l'attribution définitive si jamais on a un contentieux avec eux. Voilà, c'est pour ça. Merci. Budget principal, décision modificative numéro 1. Pas grand-chose à dire, si ce n'est, on le verra tout à l'heure, une récupération de ce qui concerne les redevances d'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz et de télécommunications de 30 000 euros. Et en fait, on a reventilé ces 30 000 euros de recettes sur différents postes. Et s'agissant de l'investissement, ça c'est une volonté de la commune de faire en fait ce qu'on appelle des subventions aux bailleurs pour acheter du contingent. Et cette subvention de 240 000 euros qui s'effectuera sur 2 années, ça viendra en déduction de la pénalité SRU N+2, N+3. Et je pense qu'il vaut mieux donner à un bailleur 240 000 euros et ne pas donner à l'État ces 240 000 euros et gagner du contingent pour les attributions. Voilà le budget, enfin la décision modificative numéro 1. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Contrat d'assurance des risques statutaires de la MICELI. Oui, alors ce qu'on soumet ce soir pour pouvoir délibérer, cette délibération est nécessaire pour qu'on puisse transmettre au centre de gestion, pour qu'on puisse effectuer ce qu'on appelle des commandes groupées au niveau, de ces risques statutaires face aux agents, hein. Donc pour qu'ils aient de meilleurs tarifs. Donc dans l'ensemble, ça permet aux centres de gestion eux-mêmes de faire l'appel d'offres, hein, de monter le marché public et de négocier au mieux les tarifs qui à ce moment-là sont proposés aux agents de l'ensemble de la fonction publique territoriale. Merci, pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Miceli, annualisation à 1607 euros l'ensemble des services municipaux. On l'a déjà commencé, c'est la nouvelle organisation du temps de travail, hein, au sein de la mairie. Aujourd'hui, on fait une harmonisation, dans son ensemble, sans impact financier, bien sûr, pour les agents. On l'a toujours dit, hein, il y a un certain état des lieux entre les besoins des Rognacais et les services attendus. C'est une manière de mettre la flexibilité, au niveau des plannings. Donc c'est les responsables en direct, ce qui est en faveur des agents, hein. Ça lève une hiérarchie. De ce fait, ça fait un meilleur service dans l'amplitude horaire qu'on peut couvrir, chose qu'attendent les Rognacais, c'est-à-dire une fonction publique territoriale, il faut le dire, qui soit plus forte. Donc voilà, cette annualisation, c'est pour être dans ce sens-là. Oui. Qui est contre? Moi, je peux intervenir. C'est pas la première fois, mais effectivement, moi je suis en général par principe contre l'annualisation qui ne permet pas de pallier en fait au problème des services. Ce qui permet de pallier au problème des services, c'est d'avoir suffisamment d'employés municipaux pour mener le service public. Ça, c'est une première chose. Donc, s'il manque des heures, il n'y a qu'à recruter. Sinon, si c'est temporaire, on a toujours la possibilité d'avoir recours à des heures supplémentaires qui sont payées, majorées en fonction des heures de nuit, des jours fériés, etc. Donc il y a tout à fait la possibilité dans notre statut de pouvoir pallier à une surcroît d'activité des services.
Alors l'annualisation, là, ça permet en plus de monter sur une amplitude horaire jusqu'à 48 heures par semaine, alors que le temps actuel, le temps légal de travail, c'est 35 heures. Aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie l'annualisation dans tous les services. Même si effectivement, sur certains services, je pourrais concéder que le discours est un peu différent quand il s'agit d'activités saisonnières, comme ce qui est le cas à la piscine. Effectivement, il n'y a pas besoin d'agents toute l'année. Ou par exemple sur les services d'animation, où on sait très bien que sur certaines périodes, et notamment les périodes de Noël ou autres, il y a besoin d'avoir des amplitudes un petit peu différentes. Mais pour l'ensemble des services, pour les administratifs en particulier, je ne vois absolument pas ce qui amène à cette annualisation. En plus, bon, dans le rapport, vous nous dites que c'est aussi sur avis du comité technique. Or, on n'a jamais l'avis qui a été donné par le comité technique. On fait état qu'il y a eu un comité technique les 5 et 14 mars. On ne sait pas ce qui s'y est dit. Et par contre, dans votre rapport, vous expliquez qu'il y a eu une concertation avec les cadres, avec les personnels encadrants des services, que vous venez de repréciser. Moi, ce que je déplore, c'est que le personnel, lui, n'est pas associé à cette réflexion. Et d'après ce qu'on en sait, alors je vais mettre le doigt sur ce qui fait mal, c'est que même votre personnel demande des entrevues, demande d'être reçu depuis déjà plusieurs mois, depuis le mois de décembre, si je m'abuse. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de rencontre qui a été proposée au personnel municipal. Alors on sait qu'ils se sont rassemblés la semaine dernière, sous une forme qu'ils ont décidée. Je pense que le mal-être qu'il y a dans les services de la mairie, il n'est pas très éloigné de ce que vous êtes en train de faire. Au niveau des méthodes de management, de la façon dont vous êtes en train de remettre en cause leur fonctionnement, visiblement, ce n'est pas quelque chose qui leur convient particulièrement. Ils l'ont crié assez fort l'autre jour. Moi, je déplore qu'il n'y ait pas de concertation avec les agents qui, eux, sont concernés directement. C'est leurs conditions de travail. Et dans ce contexte-là, moi, je ne peux pas accepter cette remise en cause à nouveau des conditions de travail du personnel municipal de Rognac. Alors, Madame Brache, je n'arriverai pas à vous convaincre. De toute façon, ça c'est une approche de dogme. Moi, ce que je vous dirais, par contre, je suis quand même obligé de rectifier une chose. Concernant le droit du travail, l'annualisation, c'est 1607 heures. C'est parfaitement conforme. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le droit du travail, c'est un lissage, ce qu'on appelle annualisé. Donc tout à l'heure, quand vous évoquiez le droit du travail, on y est pleinement dans la légalité. Après, c'est une nouvelle organisation, et c'est là qu'on rentre chacun son approche. Et vous avez, encore une fois, je ne vais pas vous convaincre, et vous n'arriverez pas à me convaincre. Concernant le lundi, ce n'est pas un point noir. Moi, je regarde dans sa globalité. Il y a 250 agents. Je ne vais pas généraliser ni minimiser, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Seulement au taux de présence qu'il y avait devant la mairie et au taux de présence qu'il y avait dans la mairie, je peux vous dire que ce n'est pas, on ne peut pas généraliser, si ce n'est que c'était peut-être un quart, donc des salariés. Alors oui, sauf que nous avons choisi d'être les élus de la majorité aussi des gens qui bossent. Donc à un moment donné, vous comprenez bien que j'entends ces revendications. Concernant non plus, je ne peux pas vous le laisser dire, j'allais dire cette concertation avec monsieur le maire. Nous avons fait des comités techniques qui eux-mêmes sont délégués du personnel et nous les avons eus en face. Et nous avons dialogué et nous avons échangé, mais on n'arrivera pas à se convaincre. Voilà. Donc, concernant maintenant le service public, on l'a encore vu aujourd'hui, j'entends que c'est un tournant, c'est un changement de mentalité. Seulement aujourd'hui, les Rognacais et les usagers, ce qu'ils attendent, c'est un service qui soit efficace, qui soit moderne. Et à un moment donné aussi, on ne peut pas demander aux collectivités sur certaines réformes nationales qui impactent, qui est cet amalgame. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans les revendications, c'est un peu le flou, j'allais dire, parce qu'ils confondent qu'est-ce qui est du pouvoir du maire, de ce qu'aussi, c'est la loi et la réglementation. Quand on remet le jour de carence, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la faute au maire. Quand il y a un recalcul sur sa paye avec une perte par rapport à des taux qu'on choisit le national, ce n'est pas la faute de monsieur le maire. Voilà. Sur le reste, j'entends, cette organisation-là, sachez qu'elle est efficace. Les agents qui ont su se l'approprier ne s'en plaignent pas. Parce que cette flexibilité, ça permet aussi dans sa vie personnelle une nouvelle organisation.
Vous savez, concrètement, il y a ceux qui ont plus de difficultés au changement, et il y a ceux qui se la sont pleinement, qui ont été favorables. Maintenant, on part du principe qu'une hiérarchie, elle a un sens. Je comprends bien. Mais nous, les responsables, c'est ceux qui gèrent les agents. Et ils ont consulté les agents. On a vu les responsables, on a vu les directeurs. Moi, je peux vous dire le nombre de réunions de préparation qu'on a eues. Voilà. Après, j'allais dire, les réfractaires, on n'arrivera pas à les convaincre aujourd'hui, encore moins demain. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les usagers sont satisfaits. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, vous voyez le taux de participation sur notre service minimum et les retours qu'on a des Rognaquais qui, eux-mêmes, à un moment donné, ben oui, le service public doit continuer. Parce qu'il y a ceux qui veulent aller travailler, il y a ceux qui cherchent encore un mode de garde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on ne peut pas constamment, à un moment donné, le changement, on va les accompagner au mieux, et dans un changement juste et fort. Bien. Moi, je voudrais revenir là-dessus parce que pour la manifestation qui a eu lieu devant la mairie, moi j'ai vu que les coupures de presse, j'étais pas là quand ça s'est produit parce que je suis venu voir un petit peu et prendre un peu la température des revendications éventuelles qui étaient faites. Donc je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai vu personne. Simplement, moi ce que je sais, ce que j'entends de certains collaborateurs de la municipalité, c'est qu'il y a des conditions de travail qui se dégradent, il y a des charges de travail qui augmentent. Je vois des services où il y a des chefs de service, des catégories A qui sont partis, qui ne sont pas remplacés. Il y a des gens qui vont partir en congé maternité et on ne sait pas encore s'ils vont être remplacés sur des postes stratégiques, sur des postes techniques. Et ces personnes ne sont pas confiées à moi, c'est ce que je constate, hein, encore une fois. Hein. Il n'y a personne qui est venu pleurer sur mon épaule. Hein. Simplement, moi, ce que je vois, je prends le cas de la commission d'urbanisme, je suis désolé. Elles sont deux à l'urbanisme actuellement, avec deux malades, une personne qui est partie, une catégorie A qui est partie, une autre qui va partir en maternité au mois de juillet, et pour l'instant, il n'y a pas encore quelqu'un qui va pouvoir venir la remplacer. Je trouve ça un peu déplorable sur des postes aussi importants et aussi techniques surtout. Alors, M. Moignot, à mon avis, vous avez raison, vous êtes très mal renseigné. Changer de, comment on dit, d'éthique, de source. Non, mais changer parce que l'organisation l'organisation et la continuité du service, elle est toujours travaillée en amont. Je vous le dis. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails des services. À l'urbain, je ne suis pas certain. Hein. Oui. Le problème, c'est que vous avez pris le mauvais exemple. Vous parlez d'un départ d'une catégorie A, oui. C'est le départ lié à la compétence, lié au départ de la compétence au niveau de la métropole. Donc, voilà. Non, mais il faut tout dire, parce qu'on exerce la compétence, mais il faut garder le personnel. Alors là, c'est la double peine. Alors vous voulez diminuer les recettes, puis en même temps augmenter les dépenses. Moi, non. À un moment donné, je me demande, franchement, des fois, ça m'interpelle. S'agissant de l'urbanisme, je peux vous annoncer qu'il y aura encore un ou deux départs dans le transfert de compétences, puisque forcément, c'est la loi. À travers la CLET, je ne peux pas retenir le personnel qui est en équivalent temps plein, missionné pour une compétence, forcément, qui a été transférée. Donc, s'agissant du congé de maternité, vous êtes très mal renseigné, puisque on anticipe déjà le remplacement de la personne. C'est une instructrice ADS. Il y a deux possibilités, vous savez. L'ADS, soit vous l'exercez en votre nom, l'instructeur est là sur la commune, soit vous faites une convention de gestion avec les services instructeurs du conseil de territoire. C'est ce qu'a fait Saint-Chamas quand son instructrice est passée, j'allais dire n'importe où, a été en congé de maternité. Il a récupéré après l'ensemble de l'instruction en interne. Donc il y a toujours des solutions. Le deuxième exemple, vous donnez les catégories A sont parties. Nous recrutons un nouveau DST qui arrive catégorie A, nous avons un DGS catégorie A, nous avons une directrice financière catégorie A. En même temps, moi c'est vrai que je n'ai pas la même logique qu'il y a 12 ans ou 13 ans où on avait recruté 25 catégories A et 10 catégories B, parce qu'on est quand même une commune uniquement de 12 000 habitants et on s'en réjouit à taille humaine. Donc il y a le curseur également à voir. Voilà, c'est juste par rapport à ça pour éviter les amalgames. Mais en perdant des compétences, on perd aussi de la technicité. Peut-être que les personnes. On perd pas de compétences. Je vous dis qu'on est en train de recruter un directeur des services techniques. On était à 7 catégories A à une certaine époque, on n'est plus qu'à 4. Non, on était beaucoup plus. Il y avait 3 catégories A déjà au service technique, ce qui était une aberration. Je le dis,
Jamais une commune de 12 000 habitants se permettait d'avoir 3 catégories A au niveau des services techniques. Je le dis autant fortement que j'y étais totalement opposé. Donc il n'y a pas de problème, c'était en 2005. Pour refaire. Décidément, aujourd'hui, on est en train de se replonger dans les années antérieures. Bon, voilà. À partir de là, on a réajusté pour avoir un organigramme avec un audit du centre de gestion qui est digne d'une commune de 12 000 habitants. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Mais bon, pour autant, le personnel, certains personnels en tout cas, sont un peu serrés à la gorge. Alors, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils donnent, que la population soit contente des services qui sont rendus, on est bien d'accord. Mais bon, après il y a des façons de leur tordre le cou, entre guillemets. Il y a des façons. Voilà, c'est tout. On ne tord pas les coups. Voilà, ça m'a appris une seule chose, c'est que je me méfie des corps intermédiaires. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Donc la prochaine fois, j'irai discuter directement avec les agents. C'est mieux, je pense. C'est mieux, hein? Vous êtes d'accord là-dessus? Ah bah si j'arrive à vous mettre d'accord sur ça, je vous dirai pas qui avait sorti cette phrase, parce que là vous ne serez plus d'accord avec moi. Peut-être, vous l'avez présent. Il me semblerait nécessaire de le faire, effectivement. Bon, merci. Bon, Allez. Une petite précision, excusez-moi, dans le rapport sur le respect des horaires et le contrôle des horaires, Oui. ce que vous voulez mettre en place, il est précisé qu'un système informatisé de contrôle des heures à travailler serait mis en place. Est-ce qu'il s'agit d'un système de pointeuse? C'est ça que je voulais savoir. Non, absolument pas. Non, on l'a enlevé la pointeuse. c'est Oui, pour moi j'ai tenir confiance aux justement agents, parce qu'avant on le badgeait. C'est pour tenir le tableau des repos compensatoires. Voilà, merci. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi je m'abstiens. Merci. Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2017, Monsieur Guillaume. Bien, écoutez, si vous avez suivi les 7 conseils municipaux concernés, ce qu'a fait, c'est que le récapitulatif de ce qui s'est passé à ces 7 conseils municipaux. Donc vous constatez qu'il y a 4 ventes pour un montant de 5,89, 9, ça fait quoi, 1500 €. Et on a des achats qui avoisinent le million d'euros. Voilà. Il y en a une qui m'interpelle, c'est le SFHE, on a signé l'acte au mois de janvier 2016 et on ne le passe que sur 2017. Parce que ça devait être Ah non, SFHE c'est un délaissé, c'est une petite partie du terrain qui est contiguë au terrain hôtellement. Ouais. Oui, mais en fait, on avait eu au conseil municipal du mois d'octobre 2015 ce rapport. Ouais. On a signé l'acte en janvier 2016 et ça veut dire qu'on a encaissé la somme qu'en 2017. Alors en tout cas, c'est ce qui est constaté, on va vérifier. Parce qu'il a fallu plus d'un an pour y récupérer cette somme-là. C'est peut-être bien possible, avec les bailleurs, généralement, je pense. Oui, parce que c'est pas de pression. pour le moment où on l'a signé. Public. Ah oui, oui. Ah, ça, c'est les recettes constatées, oui, effectivement. C'est pas par rapport à la signature de l'acte. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On C'est pour vérifiera ça au que niveau j'ai de été la- un peu surpris sur la date de la signature de l'acte. Absolument. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10, acquisition des parcelles cadastrées, section BS 64, 65, 143, 6 des budgets Est. L'association syndicale Eurocas, représentée par M. Jean-Pierre Ferrero, en qualité de président, a sollicité la commune pour l'acquisition des parcelles cadastrées, donc on vient de vous citer. Par courrier du 14 mars 2017, la SL a confirmé la rétrocession des parcelles correspondant à la voirie et à ses dépendances du lotissement de la commune à l'euro symbolique, puisque bon, on ne peut pas céder. Donc je vous demande d'approuver l'acquisition des parcelles cadastrées précédemment citées et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes et documents à intervenir. Des remarques? Oui. Quel intérêt on a à récupérer cette impasse? Parce que c'est une impasse en fait. On n'a pas d'intérêt. C'est quand même de la voirie communale dans un lotissement ancien. Oui, mais bon, on avait pour habitude jusqu'à présent, quand vous étiez maire, M. Guillaume, de ne pas acheter justement des terrains qui n'avaient pas d'utilité pour la commune. Il y avait l'impasse Audibert derrière votre pharmacie de l'époque, qui avait demandé à ce qu'on rachète la partie, on n'avait jamais voulu. Il y a eu des tas de cas comme ça, où des lotissements, où on n'a pas racheté l'intérieur des lotissements. Là, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter ces parcelles-là qui forment un cul-de-sac, encore une fois. En plus, je vois qu'on va payer les frais d'acquisition, puisque
c'est nous qui... 1 euro. Non mais 1 euro, mais les frais d'acquisition, c'est pas sur les 1 euro, c'est sur les frais de notaire, etc. Donc ça va peut-être faire 2000 ou 3000, peu importe. C'est pas sur le montant, c'est sur le principe. Et ensuite, bon, je suis pas allé, mais j'aurais pu y aller. Je sais pas dans quel état est le lotissement, les chemins. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter cette voirie-là. Ce serait une voie transversante, je le comprendrais, mais un cul-de-sac, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, je sais pas, moi j'ai pas. C'est une demande des habitants, mais tous les habitants qui ont dans les lotissements, on va vous demander et après qu'est-ce qu'on va dire. Donc, je sais pas, moi je vois pas trop l'intérêt là. Le problème, c'est qu'on a les réseaux. Les réseaux sont publics. D'eau et d'assainissement qui sont. Ouais. C'est toujours la même. Sous ces voies. Ouais, ben on va devoir être propriétaire de tous les lotissements quasiment alors. Non, parce que dans certains lotissements, c'est privé. C'est privé. Le problème, c'est ça. C'est la notion, excusez-moi, c'est la notion de l'éclairage public. Il faut y aller. L'éclairage public et les réseaux d'eau potable et d'assainissement qui passent en tréfonds sur cette voie qui est privée, et par destination elle devient publique parce que les concessionnaires sont obligés d'intervenir sur la partie privée. Alors, est-ce qu'on est certain que c'est privé là, ou que c'est public? Ah oui. Non, mais, c'est certain parce que, en fait, vous le voyez, allez voir les compteurs, généralement quand c'est privé, et que les réseaux sont privés, les compteurs sont en limite de propriété. Voilà, vous y allez demain, et vous verrez les compteurs où ils sont situés. Ils sont en limite de chaque propriété, alors que l'impasse est privée. Voilà, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle là on est bien embêté, ne serait-ce que pour le ramassage par exemple des ordures ménagères. C'est pareil. Mais jusqu'à présent il se faisait quand bien même, c'était oui, mais c'est de moins en moins vrai, vous savez, avec la métropole, ils regardent même ce genre de détails. Voilà, et donc on va réduire le service public parce qu'on est dans une impasse privée avec des réseaux publics. Voilà. Encore une fois, je souscris pleinement à ce que vous avez dit. Oui, parce que, voilà. Initialement, on s'est toujours battu pour ne pas. Parce que c'est des charges supplémentaires. Oui. Ou alors. On dit que tout appartient à tout. L'investissement, c'est pas pour nous, mais par contre, le fonctionnement, c'est pour nous. Exactement. Donc, voilà. Mais sur certains cas d'espèce comme celui-ci, malheureusement, bon, ça a été fait en des temps immémoriaux, comme dirait le notaire, et donc... Cela dit, je pense quand même que l'association syndicale pourrait prendre en charge les frais de notaire. Même si c'est à l'euro symbolique, je ne vois pas pourquoi c'est la mairie qui doit payer. On leur rend service, entre guillemets... Mais l'association syndicale, c'est qui? C'est les administrés. Oui, mais c'est les privés, oui, d'accord. Mais oui. Oui, d'accord. Mais tout à l'heure, vous voulez leur faire payer moins d'impôts. Non, mais d'accord. Là, vous voulez les faire payer. Non, mais d'accord, mais oui, non, mais ils ont quelque chose à retour, là. D'accord? Simplement, demain, on va regoudronner la rue, on va faire des travaux sur l'éclairage, on va faire des travaux, etc. Ils en bénéficieront. Donc aujourd'hui, c'est pas les 3000 €, je ne sais pas combien de villas il y a autour de ce lotissement. Je veux dire, c'est pas ça qui va leur grever leur budget quand même. Hein. Enfin, voilà, moi, c'est mon avis. Hein. Je dis simplement qu'ils nous le vendent à l'euro symbolique, certes, mais c'est à eux de supporter les frais, parce que c'est eux qui sont avantagés dans l'affaire. Hein. Je vais prendre votre avis, je vais retirer la délit parce que ça me surprend ça. Je n'ai pas suivi... C'est quoi ça? Non, c'est... Oui. Voilà. Donc, je retire la délit, on la représentera, parce que ça serait bien qu'on ait l'étude des frais de notaire. Oui, parce que ça doit pas aller très bien loin. Il n'y a pas de frais sur la vente, parce que c'est 1 €, mais il y a que les frais d'acte. Hein. De toute façon, après, il y a quand même un forfait. Oui, mais c'est un forfait minimum. Ça va être 3000 €, 3000, 3500 €. Oui, c'est pas 400 €. Non, c'est plus cher. Voilà. Allez, vente d'une partie de la parcelle cadastrée section BT 412-6, les plans à SCI Mélima, je vais y arriver. Donc c'est la parcelle qui est située, dite Le Goïc, qu'on vient d'acheter avec la maison. Cette fois-ci, comme on s'y était engagé au niveau des propriétés, on va garder le puits artésien et ça va devenir du domaine public. C'est pour ça qu'on a détouré, vous l'avez vu normalement sur vos tables respectives. Et on vend cette parcelle, on propose de vendre cette parcelle à hauteur de 360 000 €, soit 100 € du mètre carré. Voilà. Alors, oui. Avant de voter là-dessus, il y en a un autre qui c'est la même chose, où on vend le terrain à 90 € le mètre carré. Vous parlez... C'est la même chose. Oui, c'est notre terrain dans la même zone. Derrière, c'est la délibération numéro 12. Oui.
veux faire le comparatif entre les deux. Bon, vous dites aussi que vous avez consulté les services des domaines. Que dit le service des domaines? On ne sait pas ce qu'ils disent. Si c'est 100 €, c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas assez, c'est trop, etc. Et puis alors, on vend une parcelle 100 € au mètre carré. Ouais. L'autre, on la vend à 90 €. Elle est un peu plus contrainte quand même, hein, au niveau des réseaux. Peut-être. Voilà. Je ne sais pas, mais justement, je voulais savoir quelle était la différence de tarification. Alors la différence, elle est claire. Hein. Nous, on parle toujours, alors l'estimation des domaines, des fois, il ne faut pas trop se baser sur l'estimation des domaines, parce que si vous regardez l'estimation, de mémoire, c'est 10 € ou 12 € du mètre carré. Bon, donc je pense que si on vend 100 € du mètre carré, voilà, sachant que si on prend la première parcelle, ça c'est un dossier que je maîtrise, on a acheté 370 000 € le tellement complet. On revend que 3600 mètres carrés sur 5000, on garde la maison et le delta c'est 10 000 €. C'est comme si on avait acheté une maison de 10 000 €. Alors la maison c'est pour des logements de fonction. C'est bien, on s'occupe aussi des conditions de travail de certaines personnes. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce prix-là, il était aussi déterminé au regard de l'acquisition qu'on a pu faire. D'accord. Mais ça, c'est pas écrit. Voilà, non, mais je vous l'explique parce que j'ai traité le dossier, effectivement, on n'a pas pu tout détailler. En revanche, à Lausanne Invest, ce n'était pas prévu dans notre plan de gestion de l'optimisation de notre patrimoine. Et effectivement, c'est venu comme un peu la cerise sur le gâteau. Et le tellement est un peu plus contraint au niveau des réseaux. Donc ça va forcer l'investisseur à avoir un surcoût au niveau des branchements du réseau. Est-ce qu'on sait ce qu'ils vont faire des parcelles de terrain? Alors, sur le premier, ça va être un cabinet juridique. Alors, quand je dis cabinet juridique, ça va l'expertise comptable, avocat, voilà le projet de cette société. Mélima, pour Mélima. Pour Mélima. Oui. Et pour Alosa Invest, il me semble que c'est une extension de l'activité carrosserie. Voilà. Est-ce qu'on a déjà évoqué éventuellement l'idée de faire des baux amphithéotiques? Ah, ça c'est déjà fait. Mon prédécesseur l'avait fait notamment pour des logements sociaux rue de la Convention. Oui. Si mes souvenirs sont bons. Sur des terrains industriels, sur des terrains commerciaux, industriels ou commerciaux. Parce que ça peut être intéressant de récupérer au fil du temps, au bout du bail, les bâtiments, les locaux, pour après peut-être faire autre chose derrière. Alors certes, on n'a pas le fruit de la vente, mais on a un loyer annuel qui tombe. Enfin voilà, je ne sais pas, c'est une proposition que je fais. Hein, Alors les baux amphithéotiques, alors il faut que le terrain soit d'une part viabilisé, parce que dès lors qu'on passe par un aménageur comme la zone des plans, effectivement le montage baux amphithéotique ne peut pas se faire. Il faut faire un permis d'aménagement. Il faut faire un permis d'aménagement et le permis de construire, purger le tout recours, vous l'avez pour un an d'instruction. Mais en tout cas les produits d'appel, à chaque fois qu'on est sollicité par des entreprises, ce format-là n'a jamais été proposé par l'entreprise. Alors on pourrait éventuellement leur proposer. Alors la carrosserie, je veux bien, mais par exemple le cabinet juridique, ce sont des locaux qu'on pourrait réutiliser par la suite. Voilà, après c'est ce que j'allais dire. Après ça dépend du type d'activité, parce que reconvertir par exemple effectivement un site hyper dédié, où on trouve le repreneur qui va bien, parce que par rapport à ça, il y a toujours le risque qui est porté aussi à la charge de la commune. C'est pour ça que je vous dis, en fonction des projets qui sont évoqués, passer plutôt que d'une vente ferme à un bail amphithéotique, parce que ça nous fait un loyer. Bon, certes, il y a des aménagements à faire peut-être, mais bon, voilà. Mais sachant que sur cet aspect compétence développement économique, on y va beaucoup avec des pincettes, parce que vous savez que la compétence, logiquement, elle est métropole. Oui. Donc voilà, dès lors, si on sort du schéma juridique, alors on peut le proposer, ça peut alerter aussi les services de la métropole. Ce qu'on a voulu préserver, en tout cas, c'était la volonté de mon prédécesseur, la zone des plans pour la maîtrise en maîtrise ouvrage commune. Sinon, les prix de cession des terrains, c'était un euro symbolique, je crois, sur l'ensemble du tellement. Ouais. Voilà. Bien, est-ce qu'on peut passer au vote sur les deux rapports, 11 et 12? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 13, c'est la signature de la convention financière entre la commune de Rognac et Famille et Provence. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est cette fameuse
subvention forfaitaire qu'on va donner au bailleur social Famille France pour cette construction de 89 logements pour la résidence intergénérationnelle. En tout et pour tout, ça va s'élever à 480 000 € sur les 2 exercices budgétaires, mais ça viendra encore une fois en déduction, c'est 480 000 € des exercices 2020 et 2021 sur la pénalité SRU. Voilà. Et donc ça nous permet également d'avoir une maîtrise du contingent au niveau de la famille éponge. Vous avez des questions? Non, moi je vais revenir encore au passé, vous allez dire. Je suis content que vous fassiez ce genre de choses parce que avant moi, enfin avant que je ne sois élu, Madame Lucchini avec son équipe à l'époque avait proposé de faire ce genre de choses-là sur des logements sociaux pour justement baisser la loi. Oui. On l'a déjà fait, c'est pas la première fois qu'on l'a fait. Ah ouais, d'accord. Non, mais par le passé, on vendait directement les terrains. On ne s'occupait pas de faire des subventions, on n'aidait pas, je dirais, les investisseurs pour justement... Citer le terrain. Je vais parler au nom de mon prédécesseur, ça ne se fait pas, mais par exemple, vous voyez les 48 logements sociaux au niveau de Jaurès, il y a eu une valeur, parce qu'il y a différentes formes de subventionnement. Sur, par exemple, la valeur du terrain. Vous dites les domaines l'estiment à 800 000 €. Vous dites, ben, tout compte fait, je le cède au bailleur, effectivement, à 700. Les 100 000 € que vous perdez, ça vient en déduction de la pénalité SRU. Et c'est ce mécanisme-là qui a été, par exemple, fait en face à la police municipale. Voilà. Donc, il y a toujours eu des mécanismes pour essayer de baisser notre pénalité SRU. Pour preuve, la seule fois où elle a explosé, notre pénalité SRU, et je m'en suis expliqué, c'est 2016-2017. On était arrivé à des montants avec la majoration loi Duflot de 520 000 €. Là, avec le fait de sortir de l'état de carence par rapport au contrat de mixité sociale que l'on a signé, plus ces modalités, on va pouvoir, dans nos prospectives financières, voir une pénalité SRU qui va avoisiner les 50 000 ou 60 000 €. Donc ça aussi, ça vous allège. Voilà. Il y a plein de mécanismes justement qu'on avait, à l'époque, moi j'étais dans le public à cette époque-là, j'étais pas autour de la table, j'étais dans le public, et où effectivement on proposait, enfin, la liste de Corinne Lucchini de l'époque proposait justement de faire des choses comme ça. Pas toujours, ça n'a pas toujours été fait comme ça, et on le regrettait d'ailleurs, parce que justement on pouvait avoir des réductions. Ça a toujours été fait comme ça sur les 2 terrains que nous possédions, que la commune possédait, c'est-à-dire le terrain en face à Jaurès, la caisse d'épargne, oui, et le terrain en face à la police municipale. Oui. Sur les terrains de la Plantade, c'était des terrains qui n'appartenaient pas à la commune. Non, ça oui, mais donc on ne pouvait pas le faire. Et à la Grande Bastide, enfin au Bar-Jacquet, pardon. Alors au Bar-Jacquet, on l'a donné pratiquement le terrain. 90 000 €, c'est de mémoire, on a vendu ce terrain. Je ne sais pas si vous connaissez, pour faire 10 villas. Oui. Alors, en fait, ces mécanismes sont connus et enfin, moi en tout cas, on l'exploite. On les épuise, voilà. À chaque fois que l'on peut. C'est très bien, moi je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Merci. Mais voilà, après, par exemple, quand vous avez, et pour ça que je me méfie énormément de l'établissement public foncier, vous n'en avez pas parlé, mais quand le PF préemptait, pour la commune, faisait le portage qu'on appelle le portage foncier, les règles sur la valeur, c'est eux qui les fixaient. Tout à fait. Et ça, c'était un peu plus gênant. Là, on a véritablement les mains totalement libres. Parce que là, on récupère en plus l'attribution des autres logements. Absolument. Non seulement on fait des économies au niveau de la loi SRU, et on a la maîtrise de l'attribution. Voilà, absolument. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 14, continuité du suivi de la convention de financement avec la CAF, aide aux vacances des enfants, séjour de la jeunesse. Oui, alors ce qui est soumis à être délibéré, c'est pour que nos enfants puissent avoir ce qu'on appelle les bons CAF pour avoir, j'allais dire, sur le tarif global de leur séjour, une aide complémentaire qu'on pourra leur déduire. Voilà, c'est l'AVE, ce qu'on appelle l'aide aux vacances enfants. Bon, je pense que ça ne prête pas de questions particulières. Des questions particulières, pardon. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, Madame Misselli. La bourse au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans. Alors voilà, on est ravis de voir l'aboutissement de ce projet. On en avait déjà parlé, on l'avait annoncé au mois de janvier. Et bien concrètement, il se finalise par cette bourse d'aide au permis qui
qui est quand même, j'allais dire, pour donner une impulsion à pour notre jeunesse, qui peut aider, j'allais dire, pour trouver un emploi, qui peut être aussi complémentaire pour une scolarité. Donc c'est de l'ordre de 400 €, c'est versé en 2 fois. Vous avez vu l'ensemble des modalités, si vous avez des questions, j'y répondrai. Et quand même, du fait que ça soit des deniers publics, il y a ce retour, on va dire, de service au sein d'une association caritative ou bien d'une association partenaire de services civiques, puisqu'on estime que ça permet d'être aussi le juste équilibre. Excuse-moi, c'est pas un service civique au sens État, oui. Entendons bien, c'est un engagement citoyen. Voilà, alors c'est vrai, ça peut faire débat. Service civique, c'est pas les TIG. Ah oui, là c'est travail d'intérêt général et citoyen, ce que vous avez mis dans le... Oui, non mais les tiges, c'est pour ça qu'on dit et citoyen, parce que les tiges c'est plus dans le domaine judiciaire qu'on voit ça. Alors d'intérêt général et citoyen, je l'avais transformé civique au sens de l'origine du mot, c'est-à-dire à un moment donné, c'est, j'allais dire, voilà, il y a des droits, il y a des devoirs, on a droit à cette subvention et on a aussi le devoir de rendre du temps. Voilà, merci les conseils des sages, j'en profite parce que ils ont travaillé également sur le dossier. Je vous avais dit, ça va se matérialiser, on va proposer au CM, c'est aussi le fruit de leur réflexion. Commune. Moi j'ai simplement une question, dans les critères d'attribution, je dirais, de cette bourse-là, il est écrit quelque part « Faire état de réelles difficultés rencontrées dans les différentes démarches d'apprentissage, de formation, de recherche d'emploi et de sa motivation à les surmonter ». Qui c'est qui va juger de ces difficultés? Il y a une commission qui va être mise en place? On est bien d'accord, il faudra faire un dossier qui relève du projet, de là où on replace le permis de conduire comme un outil. Alors, je parlais notamment pour les apprentis. On est bien d'accord, on est vigilant sur le cumul, si vous avez droit par, j'allais dire, droit d'organisme ou d'autres financements. C'est vraiment pour ceux qui, justement, n'ont aucune aide. Voilà, à cette question-là. Et la motivation, elle est aussi importante sur le projet professionnel ou le projet de l'étudiant et également sur son projet d'engagement citoyen. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il fasse cette démarche-là, on va lui fournir une liste d'associations qui est prêt à le recevoir, mais qu'il fasse lui-même cette démarche. Le débat, il a été... c'est pas un simple dossier qu'on dépose et on obtient l'aide. Voilà, il faut vraiment être motivé en tant que tel, et puis les services communaux compétents qui en jugeront. Voilà, donc il n'y a pas de commission ad hoc qui non, c'est les services en fonction des demandes. On n'est pas compétent, le service emploi, le service développement économique, le service vie associative, ils vont se mettre tous autour de la table parce que ça concerne dans le dossier plusieurs aspects. Est-ce qu'on a entre guillemets budgété, je dirais, cette aide-là? Oui, on l'a mis d'ailleurs. C'est 20 dossiers. Alors, pourquoi 20? Vous le voyez dans l'inscription budgétaire. C'est un premier jet, il faut qu'on analyse pour faire aussi un retour d'expérience d'ici 1 an, parce que à chaque nouveau dispositif, il y a toujours un risque. On l'a bloqué à 20. Vous imaginez bien que si vous regardez la démographie des personnes âgées entre 18 et 25 ans, vous pouvez très vite, puisque l'aide elle est quand même assez conséquente, on ne donne pas 40 €, enfin je veux dire sur le permis, même si le permis est assez cher, on est aux alentours de 1500, si ma mémoire est bonne, donc voilà, c'est un tiers, vraiment un tiers du permis. Donc on fait ce point d'étape, on fera ce point d'étape d'ici fin de l'année 2018, afin, le cas échéant, de rajuster, on repassera la délibération pour ajuster soit les critères, soit le nombre. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu, le versement étant 2 fois, c'est-à-dire c'est une manière aussi, encore une fois, c'est tout un projet, c'est toute une démarche, y compris avec la convention qui sera passée avec l'auto-école. Au début, pour pouvoir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a le code à financier, le dossier administratif, à l'ouverture du dossier des jeunes, et à la fin aussi, parce qu'il faut quand même un résultat, et ça reste des deniers publics, donc on est garant qui va jusqu'à la fin aussi de la formation du permis de conduire. D'où cette leçon. Voilà. Madame Lambrecht ? Moi, je trouve que la proposition est intéressante. Après, moi, j'ai quand même une réserve sur justement la notion de l'engagement citoyen, qui, à mon avis, est extrêmement contraignante pour des jeunes ou des gens, à partir de 18 ans, c'est plus des jeunes, qui sont dans un projet d'avenir et qui vont certainement se consacrer à ce projet. Et 70 heures d'intérêt général
Dans une association, en contrepartie, ça veut dire que c'est des gens qui vont prendre sur des vacances. Si c'est des projets scolaires, ce sera forcément sur des vacances scolaires. Et il me semble que c'est extrêmement contraignant et que ça risque de ne pas, au final, intéresser grand monde. Parce que si on ramène... Attention, il y a un lissage. Après, on peut lisser ça sur 3, 4 mois, 5 mois. Ça peut être, on va dire, les samedis ou les mercredis. C'est pas précisé que c'est sur... Quand on dit 70 heures, c'est la période. Vous savez, c'est pas... 2 semaines à temps complet, quand même. Je pense pas qu'on puisse passer le permis en une semaine. Bon, peut-être qu'il y a des formations accélérées, je sais pas là-dessus, mais pour les jeunes, il y a un processus. Le permis, c'est le temps qu'il passe son code, etc. Ça lui permet aussi d'organiser cette période-là en disant je m'engage au niveau d'une association caritative sur 6 mois. L'année 6 mois, mais ça fait que voilà, je fais une fois par semaine. De toute façon, l'association tiendra un décompte des heures qu'il a donné. Et derrière ça, au bout de 6 mois, j'ai une partie de mon permis qui est financé. Quelles sont les associations qui se sont montrées intéressées par ce projet-là? Je suppose que c'est la Croix-Rouge, c'est tout ce qui est caritatif. C'est la plupart des associations caritatives. Même de préservation. Populaire, etc. Absolument. Activités sportives ou culturelles, il y en avait aussi ou pas? Alors, pour l'heure, on n'a pas étendu à ça. Après, on parlait du CCFF, par exemple. Oui, par exemple, oui. Ça, c'est une chose que... Parce que le CCFF, en tant que tel, ça permet aussi de donner des vocations. Une fois que l'engagement citoyen des 70 heures est fait, il y a une petite formation avec le CCFF, tiens, c'est pas mal, je préserve mon cadre. Donc, ces associations, on aura une liste définitive, on a engagé les démarches et les débats auprès du tissu associatif. Et puis après, il faut rester dans le cadre, et ça, c'est de l'engagement citoyen. Le but, c'est pas non plus de biaiser la chose en disant je vais m'inscrire dans mon club. Oui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi il y a le contrôle. Alors là aussi, on est sur un suivi avec les présidents d'associations. On parle bien de partenaires. Là encore, un projet qu'on bâtit ensemble. Ils vont le bâtir avec. Mais c'est pour ça que vous évoquez cela. Moi, je voulais savoir qui étaient les partenaires justement derrière. Oui, on a principalement toutes les associations caritatives. Il y a le CCFF. On va rentrer en discussion de comment peuvent aussi les jeunes s'intégrer par rapport, parce qu'il y a des périodes au CCFF qui sont plus tendues que d'autres. Donc tout ça, ça va se caler. Ce qu'on s'engage à faire par rapport à la personne, aux jeunes qui seraient intéressés, c'est de lui fournir, de le guider, de lui fournir une liste d'associations avec l'activité qu'il pourrait, que l'association est en mesure aussi de lui proposer. Je pense que ça c'est important qu'il puisse choisir en fonction de sa vocation. On ne va pas le laisser dans la nature, même si après derrière il faut une lettre de motivation, il faut vraiment sentir un engagement de sa part. Voilà, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. D'accord. Abstention. Approbation de la convention de partenariat local avec Pôle emploi. On en a fait une priorité, on vous l'a dit, l'emploi, l'accompagnement, j'allais dire, pour tous ceux qui souhaitent retravailler, on va les accompagner au mieux. Donc de ce fait, un partenariat local avec Pôle emploi, ça nous permet de faire une meilleure connexion avec nos Rognacais qui sont en demande d'emploi, nos services et Pôle emploi, qui est ce qui était nécessaire. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et le dernier rapport, eh bien, on part en vacances. Non, c'est la tarification des prestations de loisirs enfants jeunesse, des séjours estivaux. Donc bien évidemment, on vous présente les tarifs avec toujours cette volonté que ça soit accessible à tous, avec le ratio le plus juste. Sachez que la commune prend 50% en charge dans sa participation, ce qui est, j'allais dire, plus que correct, puisque ce qui nous fait un montant, et je vous le donne précisément, attendez, hop, on a un coût total des séjours cette année, ça fait 98 179,79 €, et avec la participation de la commune, il reste à la charge 44 089,90 € pour l'ensemble de tous les séjours qui sont proposés. Et vous avez vu la palette assez diversifiée cette année, d'où des tarifs accessibles. Même
j'allais dire dans le barème, celui qui est le plus élevé, et sur le tarif qui est subventionné à 50%. Voilà. S'il y a des questions. Cocktail jeune, c'est quoi? C'est quoi comme cocktail jeune? Il y a les 12-17 ans vont faire le cocktail jeune. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout ce qui est les Ils vont pas boire quand même. Avant le permis, on les fait boire. Non, je suppose que c'est une multitude d'activités. C'est ça, c'est tout ce qui est le rafting et autres. C'est une illusion, le cocktail. C'est physique. C'est cocktail, c'est le patchwork d'activités. Non, mais qu'est-ce qu'il y a comme type d'activité? C'est du rafting, vous avez dit? Oui, c'est ça. C'est tout ce qui est paddle, rafting, c'est ce type-là, aquatique, sensation. Et ça se ferait où, ça? Ça se fait où, ça, le cocktail jeune? Le lieu est... Alors, attendez, le cocktail jeune est à Montclar. Et la motoquad? Motoquad, c'est à Tartaras. Voilà. Donc, sur le séjour cocktail jeune, il y avait place. Nombre d'enfants sur le mix quad, 26. C'est quand même un bon taux. Voilà. Et puis du fou, c'est Mouilleron Saint-Germain, précisément. Le nombre de places. Ah, le nombre de places, c'est 20. Mais bon, le lieu d'hébergement, c'est pas plus du fou. Je le disais parce que... Bien, on va passer au vote. S'il n'y a plus de questions, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Ce conseil municipal, cette séance. Ah oui, 140 jeunes au total. Combien? Oui, Madame Lambach. J'ai une question, je voulais savoir si vous aviez pris une position par rapport à l'installation des compteurs Linky dans le secteur. Parce qu'on est déjà 500 maires de France qui ont posé des avis défavorables, que dans notre bassin, là, sur Velot, la Phare, il y a déjà eu des prises de position des communes, donc je voulais savoir ce qu'il en était de la commune de Rognac. Bien, merci d'avoir posé la question. Je vais vous répondre sur plusieurs aspects. Il y a d'une part l'aspect à proprement parler juridique et le positionnement politique. Et je ne parle pas de la santé publique parce que il y a eu certains rapports. D'ailleurs, l'Association des maires de France se base sur ces rapports. Mais s'agissant, imaginons demain, on prend une délibération au sein du conseil municipal ou une décision du maire, mais position de principe. C'est un acte administratif qui doit, comme vous le savez, passer au contrôle de légalité. Les préfets de région, les sous-préfets, ont consigne de rendre illégal l'acte que l'on va faire ici. Alors, si c'est pour faire un coup de com' entre nous, c'est bien. Mais en tout état de cause, si on prend une délibération qui n'est pas estampillée, entachée d'illégalité, retour à l'envoyeur, et donc elle ne sera jamais appliquée. Et je pense que si c'est une délibération qui doit être appliquée, autant qu'elle soit exécutoire de plein droit. Il y a des communes qui ont travaillé déjà sur ce point-là. Oui, alors il y a des contentieux au niveau du tribunal administratif, au niveau des cours d'appel, sachant que la plus haute juridiction administrative, qui s'appelle le Conseil d'État, s'est déjà positionné sur le fait qu'il faut respecter la loi est pareille pour tout le monde. Moi je serais tenté de dire, et c'est le débat qu'on peut avoir, attendons l'évolution juridique, c'est-à-dire les jurisprudences qui vont tomber, jusqu'à la plus haute administrative, parce qu'ils auront jusqu'au bout. Regardons également les études complémentaires, puisqu'il y a certains organismes qui ont lancé des études complémentaires quant au respect de la vie privée, aux fameuses ondes magnétiques. Alors, les CPL, je ne connais pas grand-chose, mais CPL avec les 0,1 volts ou 1 volt par mètre en lieu et place des 18 ou 20 volts. Voilà. Moi, je serais très prudent par rapport à ça, parce qu'on va donner de faux espoirs aux gens. Maintenant, s'agissant des administrés, ils ont toujours possibilité, et ça il faut leur dire, de refuser, et on va communiquer dans ce sens-là, tant qu'il n'y a pas la généralisation sur la commune qui devrait intervenir 2021. C'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Pour l'instant, les compteurs appartiennent à la commune sur Rognac? Non. Non, mais l'administré qui est sollicité, parce que par Gaspard, c'est ça, et
Linky, merci, Linky, oh là là. Linky, pour mettre en place ce genre a le choix de refuser l'installation jusqu'à la date de généralisation qui est 2021. Ça, c'est le cadre de la loi. Maintenant, je pense qu'entre 2018 et 2021, il peut y avoir une évolution de la jurisprudence. Si c'est avéré, que la dangerosité est avérée pour telle et telle raison, parce que c'est vrai qu'il y a eu 500, je lisais dans les journaux, il y a eu pas mal d'anomalies. Alors est-ce que c'est lié au compteur? C'est pas nous dans le je pense que c'est un tribunal de voir la responsabilité de tout à chacun. Et à ce moment-là, moi je vous inviterai, si c'est avéré, à prendre cette délibération qui ne sera plus entachée d'illégalité, puisque s'il y a une jurisprudence, on pourra toujours s'appuyer sur cette jurisprudence pour dire, voilà, au regard de l'évolution du cadre juridique, voilà ce que je peux vous répondre. Pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Bien. Il n'y a plus d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Je sais que j'ai pas le droit, mais si je vous donne la parole, vous avez le droit. Pourquoi vous ne prenez pas comme le maire un de vos amis de Salon, je crois que c'est un de vos amis, a fait une motion de précaution? C'est typiquement ce qu'on peut faire en tant que tel, s'agissant de l'information aux usagers, c'est-à-dire cette fameuse motion qui permettra d'être relayée quand on aura un correspondant presse ou autre, voire même dans les médias locaux, en tant que tel. Je peux vous rejoindre, mais je ne peux pas prendre de délibération d'interdiction en tant que média. Je vous rejoins, monsieur Artin. Pour information, il y a Merci. Aiguille, Joux, Cubert, Leroy, Belot, Salon, Grance et La Femme qui sont Prononcez, mais... Non, c'est une délibération comme ça de principe. Ah, de motion. Attendez-nous bien. Sur une motion. Si c'est une motion, moi, il n'y a pas de souci, parce que, voilà, on peut invoquer le principe de précaution, inscrit constitutionnellement, etc. La motion, moi, je suis d'accord, on peut la proposer au prochain conseil municipal. Là où je vous dis, attention de ne pas flouer un peu les gens, c'est que je ne peux pas proposer une délibération parce qu'elle va être entachée d'illégalité. Mais je vous rejoins sur ça, et donc on la proposera au prochain conseil municipal. Merci, bonne soirée, à bientôt.